On approche de plus en plus de la fin du manga. Onigashima est sur le point de se conclure et Luffy et son équipage vont pouvoir reprendre la route de Laugh Tale afin de découvrir le One Piece. Alors même si tout ça va signer la conclusion de l'œuvre, c'est l'occasion d'enfin répondre à toutes les intrigues et mystères qu'Oda a mis en place. Le trésor de Joy Boy, les secrets du gouvernement mondial et du siècle oublié, Vegapunk et bien d'autres. Ce sont toutes ces choses qui nous font nous accrocher et continuer même après autant de temps. Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser aux personnages qui vont potentiellement permettre de répondre à plusieurs de ces mystères. J'ai sûrement intitulé la vidéo « Les personnages les plus intéressants de One Piece » parce que je pense que ce sont ceux présents dans cette liste, entre autres, parce qu'ils n'y seront pas tous évidemment, qui vont nous donner les réponses qui nous manquent. Autrement dit, selon moi, ce sont sur eux que les projecteurs devraient bientôt se braquer. Comme d'habitude, c'est une liste subjective. Je vous partage mon avis et comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quel personnage pourrait être lié à quelle intrigue ou en quoi il va y répondre. Bref, le concept est pas hyper clair, c'est surtout parce que j'ai envie de parler de certains persos et que j'arrive pas à écrire une vidéo complète sur eux. Et juste avant qu'on commence, vous pouvez aussi laisser un pouce bleu à la vidéo et vous abonner si ça vous plaît. On est donc parti pour parler des personnages les plus intéressants de One Piece. Depuis le début d'Onigashima, Kaido devient de plus en plus intéressant. On se rend compte petit à petit de toute la détermination qu'il peut avoir, qui ressemble un peu plus à celle de Roger ou même de Luffy. Ses liens avec les Rocks dévoilés par Sengoku au chapitre 957 nous font comprendre qu'il a été un acteur majeur de l'ère du roi des pirates. À cette époque, il se bat sous les ordres de Xebec avant de subir une très lourde défaite qui pousse tout cet équipage à se séparer. Mais c'est ce qui va lui arriver ensuite qui va beaucoup trop m'intéresser. En commençant à constituer son équipage, il va se faire capturer par le gouvernement mondial, qui va mener des expériences sur lui. C'est au chapitre 1007 qu'un des membres du CP0 nous dit que le docteur Vegapunk a extrait un morceau de son facteur de lignage, ce qui lui a permis de fabriquer un fruit du démon similaire à celui du tyran de Wano. C'est celui que mangera Momonosuke plusieurs années plus tard. Toute cette partie est fascinante et je pense que c'est à partir de Kaido qu'on commencera à avoir des réponses sur Vegapunk et sur tous les mystères qui entourent les fruits du démon. D'ailleurs, c'est à cette période qu'il a rencontré et recruté King, qui subissait lui aussi des expériences dans les laboratoires du gouvernement. Issu de la tribu des Lunaria et vivant il y a très longtemps au sommet de Redline avant même l'apparition de Marie-Joise, ils étaient confondus avec des dieux. Leur disparition aujourd'hui est un réel mystère et leur lien avec le gouvernement l'est d'autant plus. Je pense que toutes les expériences qu'ils ont réalisées sur les deux antagonistes d'Onigashima donneront un début de réponse à tout un tas d'éléments. Si ça vous intéresse, j'ai d'ailleurs fait une vidéo récemment où je reviens sur toute l'histoire de Kaido, en commençant par les Rocks jusqu'à aujourd'hui. Avec U-Rouge, Jewelry Bonnie est l'une des dernières supernovas pour laquelle on n'a quasiment aucune information. Et c'est également, selon moi, la plus intéressante de toutes. Pour rappel, les personnages qu'on appelle supernova sont ceux arrivés aux archipels Sabondi avec une prime dépassant les 100 millions. Ainsi, on n'y retrouve pas uniquement des capitaines, mais aussi certains seconds, comme par exemple Zoro ou même Killer. Mais contrairement aux pirates de la pire génération, Bonnie semble savoir beaucoup plus de choses sur le monde que n'importe qui. Quand on la rencontre avant la disparition des Mugiwara, elle semble tout à fait normale. Comme beaucoup, elle sait qu'il ne faut pas s'en prendre aux dragons célestes parce qu'elle a conscience des risques que cela peut entraîner. Elle semble donc plutôt prudente puisqu'elle empêche Zoro de s'attaquer à l'un d'entre eux. Mais c'est après l'exécution de Ace qu'elle va soulever énormément de questions. On comprend rapidement qu'elle a des liens avec le gouvernement mondial, puisque lorsque Akainu la retrouve, elle lui dit qu'elle ne les pardonnera jamais. Ici, on ne sait pas exactement de quoi elle parle, mais on peut penser à ce qu'ils ont fait à Kuma. En effet, lors de la rêverie, au chapitre 908, elle s'infiltre au sein de Marie-Joise et en voyant ce qu'est devenu le corsaire, elle se cache et pleure sa situation, certainement avec l'intention d'intervenir à un moment. Mais le plus intriguant la concernant, c'est bel et bien son âge. Dans le SBS du tome 68, Oda nous dit qu'elle aurait 24 ans. Il précise cependant qu'à cause de ses pouvoirs, il est impossible de savoir si c'est vrai. Toujours lors de la rêverie, on la voit emprunter l'apparence de Connie, la reine-mère du royaume de Sorbet. Encore une fois, on n'a aucune information supplémentaire. Tout ce qu'on sait, c'est que Kuma en était le roi.
il se pourrait qu'il soit son fils, expliquant alors ses larmes en voyant ce qu'il est devenu. Sa véritable identité reste encore un mystère, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas qu'une simple pirate voulant découvrir le One Piece. Ses liens avec le gouvernement mondial sont indéniables et sa volonté de parcourir les mers est sûrement en lien avec le fait de vouloir faire tomber cette organisation. C'est au chapitre 192 que Crocodile dévoile la raison qui l'a poussé à prendre le contrôle d'Alabasta. Il voulait mettre la main sur Pluton, l'arme antique légendaire, capable de détruire des îles entières afin de créer le pays le plus puissant au monde. On découvre par la suite que cette arme serait un énorme navire de guerre conçu par les charpentiers de Water 7, dont les plans étaient possédés par Tom, qui les aurait ensuite transmis à Iceberg et Cutie Flamme. Mais c'est lors des événements d'Enies Lobby que Franky les brûle directement devant le gouvernement. À ce jour, le charpentier de l'équipage de Luffy est le seul à pouvoir ramener Pluton. Au chapitre 649, après avoir vaincu Oddie Jones, c'est au tour de Robin de nous apprendre que Shirahoshi, la fille de Neptune, est la deuxième arme antique Poséidon. Maintenant qu'elle a éveillé ses pouvoirs, et même si elle n'en a pas totalement conscience, la sirène est désormais capable de contrôler les rois des mers. Quant à Uranus, la dernière arme, nous n'avons toujours aucune information. Personnellement, je n'ai absolument aucune idée de ce que pourrait être Uranus, mais ce qui va nous intéresser ici vont être les deux premières. Roger n'a pas pu donner suite à la découverte du One Piece parce que, comme il le dit, lui et son équipage sont arrivés trop tôt. En effet, dans le flashback d'Oden, le roi des pirates est à la recherche des road poneglyphes. Et en se rendant sur l'île des hommes-poissons, Shirley leur fait une prophétie annonçant la naissance d'une sirène dans les années à venir. Seulement, après avoir trouvé le One Piece, Roger comprend qu'ils sont arrivés trop tôt. C'est sûrement pour cette raison qu'il a volontairement lancé l'ère de la piraterie, afin que quelqu'un puisse arriver au même point que lui avec tous les outils nécessaires pour complètement changer le monde. On comprend ici que les armes légendaires vont très certainement être utiles à Luffy d'une quelconque manière. Franky étant le seul à pouvoir ranimer Pluton, et Shirahoshi incarnant directement Poséidon, ils vont très certainement avoir une importance primordiale dans les chapitres à venir, ainsi que dans la conclusion du manga. Quant à Uranus, je pense personnellement qu'elle se doit d'être en possession de Luffy si c'est un objet, ou alors d'être une amie qui a confiance en lui, tout comme l'est son charpentier, ainsi que la princesse Sirène. S'il devait y avoir une suite après la découverte du One Piece, elle serait selon moi centrée sur Kobe. En effet, dans le deuxième chapitre, lorsque Luffy le rencontre, on fait la connaissance d'un jeune garçon qui n'a aucune confiance en lui, accompagné d'un rêve d'enfance qu'il n'ose pas réaliser. Mais c'est en rencontrant Luffy qu'il va comprendre que ce n'est pas en se cachant, et surtout en restant sur le navire d'Alvida, qu'il va pouvoir être heureux. Au fur et à mesure de leur discussion, Luffy lui partage toute sa détermination et son courage. Il lui dit que peu lui importe de mourir, son but est surtout de terminer sans le moindre regret. Si on aperçoit une sorte de destin tout tracé qui plane autour de Luffy, dans le sens où on le voit aujourd'hui un peu comme l'héritier de Joy Boy, il a tout autant de mérite à réussir que n'importe qui, puisque beaucoup de choses dépendent également de ses propres choix. J'en parle un peu plus dans ma vidéo sur le mérite, mais il aurait très bien pu refuser la proposition de Rayleigh et se rendre directement dans le Nouveau Monde où à l'époque, l'équipage n'aurait sûrement pas survécu très longtemps. Contre Lucci, il aurait pu tout simplement abandonner son combat si Usopp n'était pas intervenu. Bref, c'est toute cette détermination à croire en soi qu'il a transmis à Kobe ce jour-là. Depuis, il est entré dans la marine. Cependant, plus on avance dans l'histoire, plus on se rend compte des réels agissements du gouvernement mondial. Comme nous dit Sengoku, Garp n'a jamais voulu devenir amiral puisque cela reviendrait à se mettre directement au service des dragons célestes. Et ça m'étonnerait beaucoup que Kobe le veuille. Ayant pris Luffy pour exemple et le héros de la marine comme mentor, il partage certainement cette vision. Dans ce cas-là, est-ce que Kobe doit totalement laisser tomber son rêve et se contenter de faire valoir sa vision de la justice par lui-même, un peu à la manière de Smoker ou même de Aokiji? Je pense que ce ne sera jamais le cas. Son rêve est de protéger ceux qui en ont besoin et de faire respecter une justice plutôt neutre. Évidemment, ce n'est pas le cas avec le gouvernement actuel qui agit beaucoup plus pour ses propres intérêts que dans un but de paix dans le monde.
Et d'ailleurs, comme on a déjà pu le noter avant, c'est tout l'enjeu du manga. Trouver le One Piece reviendrait à faire tomber le gouvernement mondial fondé il y a 800 ans à la sortie du siècle oublié. En fait, à mon sens, Kobe va jouer un rôle majeur dans la reconstruction de la justice, après la chute de la marine de Sakazuki. Si on entend beaucoup parler de la nouvelle génération du côté des pirates, celle de la justice se fait très discrète. Pour la plupart, ce sont des personnages qui ont participé à l'époque de Roger qui sont encore présents aujourd'hui. Il y a 20 ans, Akainu était déjà vice-amiral aux côtés de Kuzan. Sengoku jouait encore un rôle au sein de la marine il y a à peine 2 ans. Donc selon moi, ce sont Kobe ou même Tashigi qui vont reprendre le flambeau de l'ancienne génération. Ce sont eux qui vont devoir reconstruire une justice neutre et surtout juste, dans un monde où les hommes poissons pourront vivre sans problème aux côtés des humains, dans un monde où le maître mot sera liberté. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, un commentaire et même vous abonner à la chaîne. Cette année, je vais évidemment continuer les vidéos, mais j'aimerais bien être un peu plus présent au travers de live Twitch par exemple et faire plus de reviews de chapitres tout en continuant les vidéos classiques. Bref, je ne sais pas trop si j'arriverai à faire tout ça, mais c'est ce qui me plairait pour 2022. Pour le moment, je fais toujours une vidéo tous les jeudis à 18 h, donc je vous dis à la semaine prochaine.